Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on va déjà commencer par le parrainage. C'est donc une question que beaucoup de Congolais se posent. Et aujourd'hui, comme nous avons la chance de vous recevoir, vous allez quand même, bien évidemment, nous éclairer là-dessus. Beaucoup de Congolais disent que vous étiez parrain de Joseph Kabila Kabange. Avez-vous contribué à son arrivée au pouvoir en 2001 ou vous les connaissiez bien évidemment réellement vers ces années-là? Qui était-il? Je ne connaissais pas du tout Joseph Kabila. Joseph Kabila est apparu, évidemment, au lendemain de l'assassinat de son père. Exactement. Et donc, j'ai rencontré pour la première fois Joseph Kabila. Il était tout jeune. Il me paraissait plus un adolescent qu'un homme adulte. Et donc, il était d'ailleurs très taiseux. Il était assez timide, manifestement, la première fois que je l'ai rencontré. Donc, je n'ai jamais parrainer Joseph Kabila. Je ne parraine personne. Très bien. Moi, je souhaite parrainer le peuple congolais. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais. Ça ne m'intéresse pas de soutenir l'un ou l'autre candidat. J'ai bien mon idée là-dessus, mais je n'ai jamais parrainé Joseph Kabila. Quand il est devenu président, parachuté, dans le fond, par l'entourage de Laurent-Désiré Kabila. Quand il est devenu président, il fallait bien que je discute, que je parle avec la personnalité qui était en charge de la présidence à l'époque. Et je dois vous dire que il m'a paru extrêmement introverti, parfois d'ailleurs un peu mal à l'aise parce qu'il était tombé là-dedans comme ça, sans s'y attendre. Et ce qui est vrai, c'est que c'est au moment où on a commencé à négocier des accords de paix à l'intérieur du Congo avec les différents responsables politiques de l'époque. Et donc que là, j'ai vraiment essayé de mettre tous mes efforts pour qu'il y ait un accord de paix. Et je crois pouvoir dire que là, c'est vrai que j'ai eu un rôle réel au niveau de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que jusque-là, la communauté internationale ne s'impliquait plus dans la question de la RDC. La RDC n'était plus à l'agenda des grandes réunions internationales, que ce soit les Nations Unies ou l'Union Européenne. Quand je suis devenu ministre, j'ai mis un point d'honneur à estimer que nous avions une responsabilité, nous, en tant que Belges, en tant qu'anciens colonisateurs, à essayer de tout faire pour améliorer le sort des Congolais et pour ramener la pacification au Congo. Et que là, j'ai multiplié les contacts, multiplié les réunions à tous les niveaux pour créer cette dynamique d'entente et de paix, c'est un fait. Alors, on m'a dit, mais on m'a reproché, dans le fond, d'avoir des discussions avec Kabila. Mais avec qui vouliez-vous que j'aie des discussions? Si je voulais amener la paix au Congo, il fallait bien que je parle avec celui qui, légitimement ou pas, était en charge de la fonction présidentielle. Je dois vous dire que je suis intimement convaincu aujourd'hui que très rapidement, Joseph Kabila a manifestement grandi. Et que j'ai senti, en tout cas, avant les premières élections, qu'il avait une vraie envie de faire du bien et qu'il avait vraiment la volonté d'apaiser, etc. Bon, tout ça nous a conduit à un accord de paix, finalement, avec une répartition du pouvoir. Avec 4+1. Oui, 4+1. Et donc, et je crois que les premières élections ont été des élections légitimes. Le résultat ne peut pas être contesté, les premières élections. Les deuxièmes élections, je n'étais plus véritablement branché sur le sujet. Je voyais ça évidemment de loin, comme mettant ami du Congo. Pas de loin, mais enfin, je veux dire que les deuxièmes élections m'ont paru moins crédibles. Il y a eu des courants en sens divers, et donc je n'ai pas beaucoup apprécié la manière dont ça a évolué. Je veux dire que pendant la première période et pendant toute la transition, c'est vrai que j'avais de nombreux contacts avec Joseph Kabila, et j'essaie chaque fois d'aider, de l'amener à rassembler, à réunir les gens, à essayer de les faire collaborer. Et je crois que ça se passait plutôt bien. À pour son deuxième mandat, manifestement, les contacts se sont beaucoup distanciés. On n'a plus les mêmes contacts. Je pense que j'ai toujours eu l'impression que
il avait une sorte d'attitude un peu méfiante, ou en tout cas... et donc, nos rapports se sont fort distendus. Ceci étant dit, moi, je n'ai jamais été le parrain de personne. J'ai parlé avec tout le monde, j'ai toujours essayé de ramener les gens, de les rassembler, de les réunir et de faire en sorte qu'ils puissent collaborer entre eux. Et je dois vous dire que si j'ai une déception, c'est une grande déception. C'est laquelle la déception? C'est que la plupart des acteurs politiques n'ont pas toujours saisi le besoin, la nécessité de dépasser leurs objectifs personnels pour voir l'intérêt des Congolais. Moi, je n'ai qu'une passion au RDC, c'est faire en sorte que ce peuple magnifique, que ce pays qui a un potentiel unique au monde, bon, en ressources humaines, en ressources naturelles, en richesses naturelles, que ce pays puisse offrir à son peuple ce que son peuple mérite et que son peuple attend depuis tant de décennies. Et donc, j'ai les meilleurs rapports avec tous les acteurs du Congo. Pour le moment, je suis un peu inquiet parce que je sens que actuellement, il y a manifestement une tentative de jouer avec la Constitution. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Je pense que ça, ce serait dommage, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une alternance qui s'est faite. Lorsque Kabila a eu fini ses 2 mandats, il a passé le flambeau à Félix Tshisekedi. On a quand même craint qu'il ne puisse aussi jouer au niveau de la Constitution. Il n'a pas fait, et donc il a assuré l'alternance. Je pense que c'est quand même un élément qu'il faut saluer. Bon, maintenant, je constate que il y a manifestement des tentations du régime actuel de M. Tshisekedi. On va y revenir tout à l'heure, M. Louis-Michel. Mais comment jugez-vous aujourd'hui son bilan, le bilan de Kabila, de 2006 à 2018? Comment avez-vous trouvé? Je pense que la première période était plus rassurante au moment où il a été élu, etc. Les 5 chantiers, tout ça, j'y ai beaucoup cru. Il y a eu manifestement une grosse difficulté à mettre ça en œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas profité de cette stabilisation et de cette légitimation électorale pour aller au bout de la mise en œuvre des chantiers et des idées et des projets. J'ai d'ailleurs, je me rappelle, lors de la première investiture de Joseph Kabila, l'Europe amenait une enveloppe qui était relativement élevée, et les États-Unis aussi, chose Wolfowitz, aussi, ça faisait quand même un paquet d'argent, et il suffisait d'avoir un programme, un plan de développement pour pouvoir bénéficier immédiatement de cet argent. Je dois dire que, de ce point de vue-là, je suis un peu déçu. Le deuxième mandat, je dois dire que là, je pense qu'il y a eu... je ne peux pas mettre des responsabilités sur le deuxième mandat, mais je trouve que c'était beaucoup moins prometteur, disons. On avait l'impression qu'il était plus important de durer que de transformer l'essai. Bon, alors je ne sais pas, je ne jette pas l'anathème sur personne. Je pense que souvent c'est le cas. Quand une présidence, c'est pas seulement la qualité du président, c'est aussi la qualité des gens qui entourent, etc. Et donc, on ne peut pas seulement se poser la question de savoir si, de ce point de vue-là, le compagnonnage a été suffisamment fort et a été suffisamment inspirant. Très bien. On va parler à présent du retour médiatique de Kabila. Comment analysez-vous sa sortie médiatique dans la Libre Belgique? Je pense que vous l'avez lu. Kabila a analysé, bien évidemment, la situation en République démocratique du Congo. Il a parlé de la soudanisation plutôt que de la balkanisation. Quelle est votre analyse par rapport à ça? C'est une interview parmi tant d'autres. Je pense que ce n'est pas inutile que les différents acteurs congolais s'expriment, notamment dans la presse belge, parce qu'on est quand même directement concerné, directement attentif à ce qui se passe au Congo. Et donc, moi, je pense que, voilà, il a bien fait de s'exprimer.
Mais je dois vous dire que il y a quelque chose qui me trouble. Par exemple, cette condamnation me paraît quand même... Enfin, ça vient bouleverser un petit peu les équilibres naturels et la dynamique, je dirais la dynamique œcuménique dont on a besoin au Congo. Moi, je rêve que tous ces acteurs politiques, à un moment donné, entrent dans je dirais, dans une tentation vertueuse et cherchent d'abord la stabilité du Congo politiquement, la prospérité économique du Congo et la création, enfin, vraiment, la concrétisation, enfin, d'un État congolais, avec toutes les fonctions régaliennes qui vont avec. Parce que le Congo, c'est un peuple magnifique d'ailleurs. Le Congo, c'est un pays, et malgré toutes les tribus et toutes les ethnies qu'il peut y avoir, c'est un peuple, le Congo. Et j'ai le sentiment, vraiment, que ce n'est pas un État. Les grandes institutions qui font qu'un État, dans le fond, puisse fonctionner, même quand le politique n'est pas là. Ouais. Les grandes fonctions régaliennes, la justice, l'armée républicaine, la santé, l'éducation, la culture, tout ce qui fait un État, tout ce qui fait le caractère pérenne d'un État, je pense que ça n'a pas encore été réalisé au Congo. Et je pense aussi que si les plus grands manquements, c'est en fait ça, c'est le fait qu'il n'y a pas d'État réellement au Congo. En tout cas, pas un État au sens régalien du terme. Vous avez des États en Afrique, il y en a. Malheureusement, le Congo, c'est encore très déficitaire. Mais pourquoi la Belgique n'aide pas le Congo à devenir État? La Belgique a tout fait pour aider le Congo. Je suis désolé, c'est facile de... Vous voyez, mais même vous réalisez mal. La première chose que vous faites, vous dites, pourquoi la Belgique? Mais c'est pas la Belgique de régler le problème. Non, par rapport aux relations dont vous avez évoqué tout à l'heure entre nos deux pays. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il faut que le Congo, que les Congolais, que les élites congolaises, que la jeunesse congolaise, que les responsables politiques congolais commencent d'abord par se dire qu'est-ce que nous n'avons pas, nous, fait de bien pour que la situation soit ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Ne cherchez pas toujours chez les autres où est le problème. Exactement. Que nous ayons des responsabilités du point de vue comme ancien colonisateur, évidemment, que je reproche à mon pays de ne plus s'être intéressé au Congo pendant longtemps. Avant que je n'arrive, on ne s'y intéressait plus. Et il y avait même une sorte de ressentiment négatif des Belges à l'égard du Congolais, et même des autorités belges. Tout ça, je l'ai condamné, et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu changer ça, parce que je sens qu'on avait une responsabilité, bien entendu. Et donc, je pense qu'il faut maintenant que les Congolais affirment véritablement leur autonomie, leur appropriation. Si le Congo va mieux demain, ce sera d'abord grâce aux Congolais et grâce aux autorités congolaises. Il ne faut pas tout le temps attendre des autres. Et il y a une propension d'ailleurs au Congo. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que assez souvent, quand quelque chose tourne mal ou quand il y a un problème, c'est toujours la faute aux autres. C'est la faute au Rwanda, c'est la faute aux colonisateurs, c'est la faute aux voisins, c'est la faute... Non. Quelle est notre responsabilité? Je pense qu'il faut maintenant que tous les acteurs congolais, ils sont de qualité, que tous les acteurs congolais se mettent autour d'une table et qu'ils décrètent entre eux comment ils vont mettre en place un programme, un projet, une vision de leur pays. Ils ont des ressources naturelles qu'aucun pays n'a au monde. Aucun. Soit dit en passant, d'ailleurs, ils sont occupés à le brader dans un accord assez nébuleux avec M. Trump. Bon. On va y revenir. Donc je ne comprends pas bien. Alors, pourquoi ne pas utiliser... On avait proposé tout ça. Je me rappelle du temps de la présidence belge, il y a plus de 20 ans, elle proposé de créer un fonds des ressources naturelles. Avec M. Verhofstadt, on a même proposé que si on mettait 1 euro congolais, on mettrait 1 euro européen. Bon, pour grossir ce fonds. Toujours pas de fonds.
mais les ressources naturelles sont toujours exploitées pourtant. Et donc, c'est pour ça quand je vous dis il faut un État régalien, un État régalien, c'est ce qui permet aussi d'éviter, si vous voulez, de soumettre la richesse congolaise ou les ressources naturelles congolaises à toutes sortes de prédations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ça, c'est la loi. Vous ne pouvez pas avoir un État sans loi. Et donc, je pense que ce qu'il faut le plus possible maintenant, c'est consolider cet État. C'est faire en sorte qu'il y ait une armée républicaine, que les soldats soient payés, que leurs soldats soient payés, que ces enseignants soient payés, que les juges soient payés. Tout ça, ça fait un État. Et je pense que c'est encore beaucoup trop déficitaire. Et ça affaiblit l'État. Ça rend l'État très faible et très fragile. Parce que, surtout un grand pays comme le Congo, c'est pas facile de gouverner le Congo. Hein. Il faut peut-être même penser à des formules institutionnelles un peu plus réalistes aussi. Il faut un peu penser à tout ça. Dernièrement, j'ai reçu une délégation de Congolais ici, comme j'en reçois tout le temps. Hein. Ils sont venus me demander pour voir comment on pourrait créer un État fédéral congolais. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Simplement, c'est vrai que ça n'est pas idiot de réfléchir, en tout cas, je ne sais pas si ça est une fédération, mais de réfléchir à une sorte de construction institutionnelle qui rendrait un peu plus facile la gestion d'un pays aussi grand, aussi gigantesque. C'est une question qu'on peut se poser. Ce n'est pas interdit de se poser des questions. Exactement. Merci beaucoup. On va continuer toujours dans sa sortie médiatique. Kabila a attaqué la Belgique. Je cite, à la lui rouvant le chose, je pense que la Belgique est en train de se disqualifier. Sa capacité à accompagner l'actuel régime étonne. La Belgique doit se ressaisir et je constate que chez vous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Ils essayent petit à petit de corriger le tir. Je veux aussi dire bravo à la justice belge qui s'intéresse au rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo. Mais la Belgique a aussi cette capacité de se remettre en cause. C'est en tout cas ce que je souhaite, a dit Joseph Kabila dans La Libre. Quelle est votre réaction par rapport à ces accusations très directes de Joseph Kabila à la Belgique? Mais je pense que ça vient du fait, sans doute, de ce que la Belgique n'a pas réagi par rapport à la manière dont ça se passe pour le moment au Congo. Et moi, je n'ai pas envie de jeter des anathèmes contre le régime congolais actuellement. Je veux simplement dire que à partir du moment où il y a manifestement une tentation de revoir la Constitution pour peut-être ouvrir la possibilité à un mandat supplémentaire qui n'est pas constitutionnel aujourd'hui, on peut quand même s'interroger. Ça ne me paraît pas quand même être la meilleure façon de préparer l'avenir, en tout cas de respecter la Constitution, de respecter les lois. Il y a manifestement des questions qu'on peut se poser sur la manière dont les opposants sont traités. Vous savez, quand je vois que quelqu'un comme M. Katumbi, par exemple, a du mal à avoir un passeport, avoir un visa, etc., c'est quand même des comportements qui ne me paraissent pas être adéquats dans un pays qui se veut démocratique. Bon, et c'est un peu, je pense que la manière dont les opposants sont traités, dont la presse est traitée, dont la justice est donnée, ou est assurée, oui, pose un certain nombre de questions. Et je suppose que c'est à ça qu'il fait référence. Il a le sentiment que la Belgique ne condamne pas tout ça. Je pense que, moi je suis assez solidaire de la position de M. Prévost, qui essaye d'aider et qui essaye de jeter des ponts plutôt que de condamner. Donc il y a là une attitude de prudence, et je dirais de prudence positive. Bon, alors, vous savez, je reviens toujours à la même chose. Et ça vaut pour M. Kabila. C'est un message à l'adresse de M. Kabila, de M. Tshisekedi, de M. Fayoulou, de Matata, de Katumbi, Sesanga, Kabund et les autres. Oui, tous ces gens-là. Donc, moi, je ne vous cache pas que je suis assez... Par exemple, quand je parle avec M. Katumbi, je suis assez optimiste, en fait. Je me rends bien compte qu'il y a une vraie volonté de ce monsieur d'essayer de créer les conditions d'un rapprochement entre les différentes personnes.
Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment, à un moment donné, entre Kabila et Katumbi, ça n'a plus vraiment matché. Bon, je crois que... Mais je pense que les relations se sont améliorées maintenant. Je pense que M. Tshisekedi, qui aujourd'hui est au pouvoir, a aussi un rôle particulier. C'est à lui de prendre des initiatives pour essayer de ramener les gens dans, je dirais, une sorte de bulle pour apporter au Congo ce qui doit être apporté aux Congolais. Bon, et donc... Là, vous faites allusion au dialogue? Mais je pense que lorsqu'on est président, on a un devoir d'essayer de ramener toutes les bonnes volontés à soi. Et on a un devoir aussi de créer un esprit vraiment démocratique et de permettre d'offrir au peuple congolais la possibilité de choisir celles et ceux qui doivent gouverner le pays. Ici, on sait bien que constitutionnellement, il y a 2 mandats. Oui. Donc, je pense que jouer avec la Constitution n'est pas nécessairement de nature à encourager le peuple. Et donc, je pense qu'en tout cas, c'est une mise en garde que l'on doit faire. On ne peut pas juste faire semblant de n'avoir pas vu ça. Ou de ne pas avoir vu ça, excusez-moi. Donc voilà, moi je plaide pour qu'on se parle et pour qu'on arrête de jeter des anathèmes. Vous savez, des condamnations à mort, des journalistes qu'on emprisonne. Moi je pense que ce n'est pas bon. Et je pense que le président Tshisekedi comprend certainement cette difficulté-là. Donc je souhaite en tout cas qu'il joigne le geste à la parole. Pourquoi ne pas? Pourquoi est-ce qu'un président, surtout élu, pourquoi est-ce qu'un président ne pourrait pas régulièrement inviter les chefs de l'opposition à échanger, à parler, à créer une sorte de conseil informel pour aider le pays? Moi, je pense que le pays aujourd'hui, un pays comme le Congo, a besoin d'unité, a besoin de coopération entre les différents courants politiques. Je pense que c'est ça dont il a besoin. Donc, je plaide pour ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui la Belgique soutient le régime de Kinshasa comme l'a affirmé Kabila? Je pense que je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas dans la tête des Belges. Moi, je pense que c'est extrêmement difficile. Écoutez, la Belgique, si elle parle avec les autorités congolaises, avec qui voulez-vous qu'elle parle? Elle ne sait parler qu'avec M. Tshisekedi. C'est pas pour ça qu'on est d'accord avec tout ce que M. Tshisekedi fait. Mais c'est quand même assez normal qu'on parle avec M. Tshisekedi. Moi, j'ai encore occasionnellement des contacts avec M. Tshisekedi aussi. Bon, alors, bien entendu, quand on a des contacts comme ceux-là, on essaye de faire passer des messages. Moi, mes messages sont toujours clairs. Seuls m'importent les Congolaises et les Congolais. Vraiment, je vous jure, je n'ai pas d'autre calcul que celui-là. Mais je vois qu'il y a dans les opposants, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des qualités qui sont réelles. Et donc, pourquoi se priver de l'expérience, du bon sens et, je pense, de l'intérêt sincère de quelqu'un comme Katumbi pour le sort des Congolais? Pourquoi se priver de l'expérience, en bien ou en mal? Il n'y a pas eu que du bien, mais il n'y a pas eu que du mal non plus de l'expérience de Kabila. Pourquoi se priver de ça? Pourquoi se priver de Fayoulou, qui est manifestement quelqu'un qui est une belle intelligence aussi au niveau international? Pourquoi se priver de l'expérience de Matata, de Kabundu, de tous ces gens-là? Pourquoi se priver de ça? Je pense que pris individuellement, ces gens-là ont des qualités énormes, et à condition qu'ils canalisent leur énergie, leur intelligence, leur expérience, qu'ils la canalisent avec l'objectif de faire du Congo un pays prospère, un pays démocratique, un pays libre, et un pays qui comptera de manière énorme en Afrique. C'est un pays qui est... Comment se fait-il? Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce que toutes ces personnes vont comprendre que c'est inacceptable, ce paradoxe que l'on vit? C'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Exact. Et c'est un pays qui, dans le ranking de la pauvreté, est un des plus éloignés de la prospérité, l'un des plus pauvres du monde. Il doit quand même y avoir un problème. Et qu'on arrête de dire
parce que ça aussi, ça commence à fatiguer, qu'on arrête de dire que la prédation, elle est externe. Il y a de la prédation externe et aussi de la prédation interne. Et pour ça, il faut un État pour contrôler ça. Moi, je n'accuse personne. Je dis simplement qu'il faut, il faut des lois, il faut du droit pour contrôler ça. Est-ce que la Belgique peut encore jouer un rôle crédible en RDC? Oui, je pense qu'elle peut jouer un rôle crédible à condition qu'elle traite tout le monde de la même manière et qu'elle ne tombe pas dans le piège des accusations un peu sommaires. Je vous l'ai dit tantôt, je pense qu'il n'y aura pas de paix durable au Congo s'il n'y a pas la mise en œuvre réelle et sincère d'un vrai accord aussi à dimension économique avec le Rwanda, par exemple. Je pense que c'est assez... je peux comprendre la réaction de certains Congolais, mais je pense que il faut pas sous-estimer la mémoire collective et historique du peuple rwandais par rapport au génocide. Très bien. Et je pense qu'on oublie ça. Et je pense que c'est une erreur d'oublier ça. Le Rwanda, lui, est un État. Et c'est peut-être plus facile parce qu'il est plus petit, mais c'est un État. Et je pense que ce qui serait vraiment, ce qui à mon avis est urgent, et je pense que la communauté internationale se mobiliserait pour ça, ce serait de consolider l'État congolais. L'État congolais, oui, il existe évidemment, mais il existe plus formellement que fondamentalement. C'est la question qu'il faut se poser, que faut-il faire pour que la justice soit rendue en toute objectivité? Que faut-il faire pour que la santé touche tout le monde? Que faut-il faire pour amener toutes les Congolaises et les Congolais à avoir un accès égal à une administration neutre et impartiale? Que faut-il faire pour que tous les Congolais, toutes les Congolaises puissent se former librement et se former aussi à la critique objective? Bon, que faut-il faire pour que l'armée soit vraiment républicaine et pas au service d'un président ou pas au service d'une cause politique? Que faut-il faire? Ce sont des questions élémentaires, et ça ne me paraît pas être compliqué. Et je pense que en fonction de ça, et en fonction de ce type de programme-là, je pense que ça permettrait de... Pourquoi ne pas dire un plan quinquennal pour, par exemple, je veux dire, dans 5 ans, il faut que la justice fonctionne comme ceci. Il faut que le barreau fonctionne comme ça. Il faut que l'enseignement soit ceci. Il faut que... C'est assez simple. Je veux dire que quand je dis c'est assez simple, on connaît les recettes. On connaît les recettes. Pourquoi ne pas mobiliser, par exemple, on pourrait imaginer ça, l'Union africaine, l'Union européenne, le Canada, d'autres pays qui ont vraiment la volonté d'aider à la reconversion et à la redynamisation du Congo. Je pense que c'est assez... On peut imaginer ça assez simplement, mais il faut se fixer vraiment un programme, un agenda et permettre à vérifier la faisabilité et surtout la mise en œuvre de tout ça. Et il y a aussi une question que beaucoup de Congolais se posent. Certains disent même qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures. La Belgique est trop silencieuse aujourd'hui face aux dérives, alors qu'elle était très critique envers Kabila. Vous l'avez souligné tantôt. Comment expliquez-vous cela aujourd'hui, Monsieur Louis Michel? Est-ce qu'aujourd'hui c'est du 2 poids 2 mesures? Non, je ne crois pas ça. Je pense que ça, c'est une accusation qui n'est pas fondée. Je pense qu'il y a peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un sentiment. Je pense qu'on n'a pas analysé comment on doit le faire. Je pense que ça vient de ça, à mon avis. Je pense qu'on n'a pas analysé de manière très fine, très nuancée, le rapport ou la relation entre le Rwanda et le Congo. Je pense que beaucoup de choses viennent de là. J'ai le sentiment, par exemple, aujourd'hui, parce que ça déforme un peu la réalité. Par exemple, il y a un contentieux entre la Belgique et le Rwanda. Et c'est un contentieux qui donne le sentiment qu'on est plutôt pour le Congo. RDC, oui. C'est pas tout à fait juste. Je pense que il faut en fait vraiment étudier la relation entre le Rwanda et le Congo de manière un peu plus objective. Il est clair que dans une partie du Congo, on ne prend pas assez en compte
certaines ethnies et certains. Je pense que c'est important. Bon. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la Belgique a une responsabilité.